Voilà, donc aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon concernant la décolonisation au Proche-Orient. Et pourquoi cette question est assez spéciale? Retenez très bien que c'est une décolonisation encore inachevée. C'est-à-dire donc il y a la continuité de la colonisation d'Israël sur les territoires arabes. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on va étudier ensemble la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Maintenant, c'est la question palestinienne qui a causé les relations israélo-arabes. Comment? Quand on dit la question palestinienne, c'est une question de terre, n'est-ce pas? Il y a deux peuples et chaque peuple réclame la Palestine comme terre, n'est-ce pas? Et maintenant, le besoin de régler cette situation, cette hostilité, il y aura la division et il y aura ce qu'on appelle le début des violences, le début aussi des relations israélo-arabes. Donc, on parle de relations entre Israël en tant que tel, avec la naissance de l'État d'Israël, et les autres pays arabes, donc en dehors de la Palestine. Cela signifie quoi? Ces relations, ce sont des relations de guerre ou bien des relations conflictuelles, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas des relations amicales, mais des relations conflictuelles. Voilà. Maintenant, avant de parler de grand 1, les origines du problème palestinien, ce que vous devez comprendre en introduction, ce n'est rien d'autre que il y avait d'abord plusieurs conquêtes au niveau de la Palestine. Pourquoi les Juifs réclament la Palestine comme leur terre? Parce que les Juifs ont habité la Palestine dans un premier temps, mais il y a plusieurs types de conquêtes au niveau de la Palestine. Tels que, il y a les Mamelouks, j'explique tout simplement au niveau de l'introduction, il y a ce qu'on appelle l'Empire byzantin, il y a aussi ce qu'on appelle l'Empire perse, il y a aussi ce qu'on appelle la conquête musulmane du Moyen-Âge, conquête musulmane. Ensuite, maintenant, il y a l'Empire turc-ottoman. Donc, l'Empire turc-ottoman occupait la Palestine jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale. L'Empire turc-ottoman. Et nous sommes en 1914. 1914-1918, lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire turc-ottoman va tout simplement accompagner l'Allemagne, c'est-à-dire une alliance, pour lutter contre la Grande-Bretagne et la France. Nous sommes dans la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Puisque l'Empire ottoman, colonisateur du Proche-Orient en particulier la Palestine, participe dans cette Première Guerre mondiale pour soutenir l'Allemagne. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La Grande-Bretagne va avoir l'idée maintenant de faire quoi? Continuer l'extension de la terre de Palestine ou du Proche-Orient dans son ensemble. Ce qui relève quoi? Il y a le besoin d'occupation de la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est la fin de la guerre 1914-1919, 18 autant pour moi. Fin de la guerre. Qui perd la guerre perd ses territoires. L'Allemagne, l'Empire turco-ottoman vont perdre ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale au profit de la Grande-Bretagne et de la France. Et c'est ce qui explique maintenant qu'à partir de 1919-1920, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la naissance de la SDN et la convocation du traité de Sèvres. Traité de Sèvres, nous sommes au niveau de la France, une ville française. Au niveau du traité de Sèvres, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? La SDN a confié les territoires du Proche-Orient à qui? La France et la Grande-Bretagne. Et c'est la raison pour laquelle on parle de mandat. Le début du mandat britannique maintenant, c'est de 1920, traité de Sèvres, et ce mandat britannique va prendre fin à partir de 1940-48. Mandat britannique. Pourquoi? La SDN, créée en 1919-1920, SDN va confier ses territoires occupés auparavant par l'Empire turc-ottoman. Et avant l'Empire turc-ottoman, il y avait les Mamelouks, les Byzantins, les Perses, conquête musulmane. C'est ce qui a fait l'arrivée des Arabes au niveau de la Palestine. N'est-ce pas? Continuité, 1920, donc 1940, 48, donc la Palestine relève de l'autorité de la Grande-Bretagne. Maintenant ça, nous sommes traité de Sèvres. Et qui parle de traité de Sèvres parle de quoi? Ici, il y avait le Proche-Orient. Donc c'est le Proche-Orient dans son ensemble. Mais la Palestine, c'est la partie occupée par la Grande-Bretagne. Donc désormais, la lutte pour l'indépendance, dans un premier temps,
c'est les Juifs, ce sont les Juifs, les Arabes vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Il n'y avait plus l'Empire turco-ottoman. Donc là, c'est de sorte de contextualiser, contexte de faire l'introduction. Maintenant, pourquoi on dit que la question palestinienne est une grande complexité, avant de parler de ses origines? Pourquoi complexité? Parce que il y a plusieurs enjeux. Enjeu, premièrement, il y a enjeu politique. Enjeu stratégique. Parfois, on parle de politico-stratégique. Enjeu politique, enjeu stratégique, enjeu économique. Maintenant, le plus grand enjeu, c'est la question religieuse. Enjeu religieux. Donc, ce qui explique quoi? Aujourd'hui, s'il y a la complexité de cette question, c'est parce que les grands vont participer sur le plan politique et stratégique et sur le plan économique aussi religieux. Quand on dit politique stratégique, c'est le leadership. Nous ne voulons pas la fin de cette leadership. Pourquoi? Partout dans le monde, s'il y a des conflits, on fait appel aux États-Unis d'Amérique. Donc, question stratégique, question politique, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas régler la question palestinienne. Question économique, on sait très bien que quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, cela va favoriser les grandes puissances. Pourquoi? Parce qu'on est en train de fabriquer des armes et les revendre à qui? Les pays qui sont dans les conflits. Voilà. Question religieuse. Même l'ambassadeur de la Palestine au niveau de Dakar, je lui ai posé ici une question et il m'a répondu que la question, c'est pas tout simplement question de terre. Et bien sûr, c'est pas question de terre tout simplement parce qu'il y a question de lutter contre l'islam ou bien la religion arabe. Aussi simple que ça. S'il y a des avancées, des persécutions concernant les Arabes, on a dépassé largement le cadre de territoire. Voilà. Donc, complexité, enjeu religieux. Aussi simple que ça. Voilà. Donc là, c'est une sorte de faire entrer en matière concernant le Proche-Orient, concernant dans quel contexte il y a l'occupation de la Grande-Bretagne. La suite maintenant, c'est de faire comprendre quels sont les problèmes, quelles sont les origines du problème palestinien. Origine. C'est ce qu'on va parler dans ce grand terme. Origine. Rapidement. Pause, Magno. Problème palestinien. Tout ce que j'ai expliqué, c'est dans l'introduction. Les origines du problème palestinien. Les origines du problème. Oui, effectivement. Les origines du problème palestinien. Premièrement, deux peuples pour une seule terre. C'est-à-dire donc deux rêves pour un seul lit. Deux peuples pour une seule terre. Deux peuples pour une seule terre, donc deux rêves pour un seul lit. C'est l'idée. Allez-y. C'est bon. Voilà, donc deux peuples pour une seule terre. Cela signifie que les Israéliens, les Arabes réclament la Palestine comme leur terre. Pourquoi maintenant? On va aller. À partir de 1896, un juif de la diaspora, c'est le point de départ de la question, un juif de la diaspora, du nom de Théodore Herzl. Du nom de Théodore Herzl. Théodore Herzl, c'est un écrivain d'origine. Et d'abord, écrivain et journaliste, en même temps même, écrivain, journaliste d'origine hongroise. Donc sa nationalité hongroise. D'origine hongroise. Donc présenter le personnage d'origine hongroise. C'est lui maintenant qui a théorisé, et fondé, le sionisme ou bien le mouvement sioniste. Le sionisme. Allez-y maintenant. En 1896, Théodore Herzl, en tant que juif de la diaspora, va publier une œuvre. Et cette œuvre est intitulée État juif. État juif. Appelé en anglais Der Judenstaat. Cela signifie quoi? Théodore Herzl
est un juif de la diaspora. Et il est en train de défendre ce qu'on appelle les juifs. Dans quel sens? En tant que juif de la diaspora, il a subi ce qu'on appelle des persécutions. Persécutions religieuses. Pourquoi persécutions religieuses? Parce qu'il parle au nom de tous les juifs. Parce que ce qu'il vivait, il considère que c'est ce qu'ils vivaient aussi les autres juifs de la diaspora. Et c'est la raison pour laquelle dans cette œuvre, au début, il a parlé de tout ce qui est persécution, tout ce qui est injustice subie par les juifs au niveau de la diaspora. Et c'est dans cette lancée, deuxième étape du livre, il a parlé de l'État juif. Nous voulons donc la création de l'État juif, c'est ce qu'on appelle donc la solution. Oui, on parle de la solution. Et la solution, c'est l'État juif concernant quoi? La persécution, ce que les juifs sont en train de vivre à l'étranger. Donc cet homme va porter le combat et nous sommes à partir de 1896, le début avec la publication de cette œuvre Der Judenstaat, chercher des solutions pour arrêter toute injustice de quoi subie par les juifs. Et c'est dans cette lancée que Theodor Herzl va tout simplement convoquer le congrès de Bâle. Il va convoquer le congrès de Bâle. Et ce congrès de Bâle, maintenant, nous sommes au niveau de Suisse. Congrès de Bâle qui s'est tenu du 29 au 31 août 1897. Donc, une année après sa publication. 1897. Et maintenant, ce congrès de Bâle a comme résultat, donc, la naissance du sionisme. Sionisme. Donc, la naissance du sionisme. C'est quoi le sionisme? Le sionisme, c'est un mouvement. Le sionisme, c'est une doctrine qui préconise tout simplement le retour des Juifs en Palestine. Pourquoi on est là pour préconiser le retour des Juifs en Palestine? Le pourquoi? Sionisme, on peut faire sortir ce qu'on appelle un mot qu'on appelle Sion. Et Sion est une montagne qui se trouve au niveau de Jérusalem. Est une montagne qui se trouve au niveau de Jérusalem. Donc c'est ce qui explique le retour. Nous voulons retourner à Jérusalem, nous voulons retourner au niveau de la Palestine. C'est le sionisme. Donc, désormais, le sionisme est devenu le trait d'union. Le trait d'union entre les peuples juifs de la diaspora. Entre les juifs de la diaspora. Donc, Theodor Herzl a réussi de rassembler ou bien de faire réunir les juifs de la diaspora dans cette organisation. Donc aujourd'hui, il y a un point commun des juifs, comme il y a ce qu'on appelle aussi le point commun des Arabes à travers la Ligue arabe ou bien la Ligue musulmane. Donc, à partir de ce moment, il y a la bonne organisation. Et l'idée, c'est quoi? C'est retourner au niveau de la Palestine. C'est dans cette lancée ou bien dans cette continuité qu'on aura maintenant à partir de 1901, continuité, 1901 maintenant, il y a la mise en place des fonds nationaux juifs. Fonds national juif veut dire quoi? Chargé de gérer ce qu'on appelle les cotisations. Cotisations. Et cotisations pour faire quoi? L'achat des terres pour acheter des terres arabes au niveau de Jérusalem. Voilà. Donc, cotisation FLN, c'était tout simplement pour acheter des territoires où, au niveau de Palestine, surtout donc au niveau de Tel Aviv, et vous allez comprendre maintenant la suite de Tel Aviv. Tel Aviv qui était une zone désertique durant cette période. Zone désertique. Donc les Juifs vont commencer à s'organiser, à acheter des territoires au niveau de Tel Aviv. Nous sommes au niveau de la Palestine. Et c'est dans cette lancée, dans cette continuité, qu'il y aurait à partir de 1927 aussi, l'agence juive qui a été créée, agence juive qui va charger maintenant de gérer la migration ou bien l'immigration. La migration, cela veut dire tout simplement donc le retour vers la Palestine. Le retour vers la Palestine. Le retour vers la Palestine. Donc le retour des Juifs vers la Palestine à travers l'agence juive. Maintenant, au niveau de ces fonds, même on avait demandé à Rothschild, un homme qu'on appelait Rothschild, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle compte bancaire, Roth, il y a S d'abord,
Rothschild, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle la compte bancaire pour recevoir ce qu'on appelle donc les cotisations. Maintenant, continuité, même s'il y a le vœu de se retourner en terre promise, même s'il y a aussi ce qu'on appelle la bonne organisation, forcément, avant qu'il y ait l'immigration, il doit avoir le soutien du colonisateur. 1917, il y a la déclaration de Arthur, déclaration de James Balfour, c'est-à-dire donc Arthur Balfour. James Balfour, lui, était le secrétaire d'État ou de la Grande-Bretagne, chargé des relations extérieures. C'est lui qui gérait les relations extérieures. Voilà. Maintenant, James Balfour, à travers sa déclaration de 1917, il a donné le soutien de la Grande-Bretagne à qui? Les Juifs. Soutien de la Grande-Bretagne aux Juifs. Maintenant, pour faire quoi? L'établissement d'un foyer national juif. L'établissement d'un foyer national juif. L'établissement d'un foyer national juif. Pas État, mais foyer. Foyer veut dire quoi? Là où on doit tout simplement recevoir les premiers immigrants juifs au niveau de la Palestine. C'était ça l'idée. Donc le colonisateur a donné l'idée à qui? Au peuple juif de revenir au niveau de la Palestine. Maintenant, pourquoi tout cela? Et c'est le début de l'immigration vers la Palestine. Parce que les Juifs ont revendiqué ou bien considèrent la terre de Palestine comme quoi? Comme leur terre promise. C'est quoi terre promise? Terre promise. Donc cela veut dire quoi? Berceau du peuple juif. Terre promise égale berceau du peuple juif. Pourquoi? On a dit que la Palestine, c'est notre terre promise. C'est-à-dire donc notre terre réservée par qui? Notre grand-père Moïse Abraham. Et je vous pose la question. Quelles sont les trois religions révélées? Oui? Comment? Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Maintenant, avant, oui, qu'est-ce qui précède? Et on a dit que Jérusalem est le lieu de naissance des trois religions révélées. Jérusalem. N'est-ce pas? Maintenant, quelle est la religion qui vient en premier? Le judaïsme, ensuite le christianisme. Maintenant, puisque Jérusalem est le lieu de naissance des trois religions révélées, quoi qu'on puisse dire, le judaïsme vient avant l'islam. Donc, ce qui signifie que les Juifs ont habité la Palestine dans un premier temps. Mais qu'est-ce qui a fait exil forcé des Juifs? Je l'ai expliqué dans le début de l'introduction. La Palestine a subi différentes conquêtes, c'est-à-dire différentes occupations. Il y avait des empires coloniaux dans le passé, avant la colonisation occidentale. Et la colonisation occidentale, c'est causé par la révolution industrielle. Après la révolution industrielle, on va aller vers l'Afrique, on va aller vers l'Asie. Mais avant, il y avait ce qu'on appelle des empires coloniaux. L'empire gréco-romain. Ensuite, ici maintenant, on parle de les Byzantins, les Mamelouks, jusqu'à l'empire turco-ottoman. Et empire veut dire quoi? Ensemble de colonies. On ne parle pas d'une seule colonie. Ensemble, donc des protectorats. Et ici, la Palestine était occupée par différentes conquêtes. Les Arabes aussi ont participé dans cette conquête pour récupérer ce qu'on appelle la Palestine. Et vous le savez très bien, la continuité maintenant, ici, c'est que les Palestiniens, les Arabes, les Juifs, sont en train de réclamer la Palestine. Pourquoi? Parce que Palestine, c'est leur berceau. Berceau veut dire quoi? Début, point de départ. Et on a dit que, à travers tous les conquêtes, les Juifs sont devenus des exilés, des réfugiés à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de subir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de subir? Des persécutions, des injustices. C'est ce qu'a expliqué Theodore Herzl. Pourquoi on est en train d'être malmené partout dans le monde? C'est parce qu'on a laissé notre territoire pour être des exilés
Et dans la Seconde Guerre mondiale, tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi les Juifs étaient considérés comme des cibles. On attrapait les Juifs et les mettait dans les camps de concentration. Donc, on considère, oui. Comment? Oui, effectivement, Hitler, oui. Donc, là, maintenant, première chose, nous sommes dans deux peuples pour une seule terre. Pourquoi les Juifs réclament la Palestine comme leur terre? Voilà donc l'explication. On réclame pourquoi? Parce que terre promise. On réclame pourquoi? Parce qu'il y a berceau de peuple juif. Maintenant, pour les Arabes, puisqu'il y a l'immigration qui monte d'année en année, sous l'autorité du colonisateur, parce que le colonisateur voulait le soutien des Juifs durant la Première Guerre mondiale comme durant la Seconde Guerre mondiale. Partout, vous le savez, on a dit que participer en tant que colonie dans la guerre, une fois qu'il y a la victoire, soit vous aurez votre indépendance, soit vous aurez la création d'un État ou d'un établissement. Ici maintenant, c'est l'établissement. La suite maintenant, Deuxième Guerre mondiale, vous allez comprendre pourquoi la Grande-Bretagne s'est engagée pour la création de l'État d'Israël. Parce que les Juifs ont participé dans cette guerre. Voilà. Donc ici maintenant, les Arabes vont refuser cela. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est eux qui ont habité la terre de Palestine depuis les conquêtes musulmanes. Pour les Arabes. Conquête musulmane du Moyen-Âge. Et il y a l'existence, bien sûr, de Masjid al-Aqsa du Moyen-Âge. Voilà. Donc les Arabes aussi refusent de libérer. Les Arabes convoitent ce qu'on appelle cette terre de Palestine. Pourquoi? Parce qu'ils ont habité la terre depuis les conquêtes musulmanes du Moyen-Âge. Donc, il y a l'hostilité entre les deux. Et l'hostilité veut dire quoi? L'hostilité veut dire quoi? Division, heurte, tension entre Juifs et Arabes. Entre Juifs et Arabes. Maintenant, face à cette situation, qu'est-ce qui va se passer? La Grande-Bretagne, en tant que colonisateur, qu'est-ce qu'il va faire? En Inde, il a demandé bulle d'indépendance. N'est-ce pas? Au niveau de Gold Coast, la Grande-Bretagne s'est retirée. Mais aujourd'hui, la Grande-Bretagne est incapable de gérer la question palestinienne. Pourquoi la Grande-Bretagne est incapable de gérer la question palestinienne? Oui, parce qu'il y a face de deux peuples, deux communautés, deux religions qui sont inconciliables. Il y a déjà la tension. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui va se passer? Et tout à l'heure, je vous ai dit que le mandat britannique, 1920 de la SDN, jusqu'à 1948, plus précisément, donc le 15 mai 1948, le mandat britannique devait tout simplement prendre fin. Qu'est-ce qui va se passer la suite? La Grande-Bretagne va confier le problème palestinien à l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi? Incapable. Je ne vais pas tomber dans des erreurs. C'est-à-dire faire quoi? Voter une résolution, diviser le pays, comme l'histoire de Koytop, mon Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, l'histoire a donné raison à qui? L'ONU. L'ONU a participé sur l'éclatement de la question palestinienne. Aujourd'hui, pourquoi l'organisation, à la fin vous allez comprendre, pourquoi l'ONU est incapable de résoudre quoi? Le problème palestinien, parce que l'ONU a participé à l'élaboration du problème. L'ONU ne peut pas participer à la mise en place du problème palestinien, ensuite peut prétendre régler ou bien solutionner la question. Impossible, n'est-ce pas? Donc ici, il y a l'hostilité entre les deux au sein de la Palestine parce qu'il y a l'immigration. Maintenant, on va laisser le problème palestinien à qui? À l'ONU. Maintenant, parlons de ce qu'on appelle le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi, dans la Seconde Guerre mondiale, avant 1948, les Juifs ont participé pour soutenir la Grande-Bretagne? Oui, il y a l'immigration. Mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que nous voulons? Un État. Maintenant, les Juifs voulaient la création d'un État palestinien. Je ne parle plus de l'établissement. Établissement, moi, il faut en même temps, il faut établissement. Là, c'était l'impact de la Première Guerre mondiale. L'impact de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs vont participer pour soutenir la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Allemagne, mais dans une seule condition, avoir un État juif après la Seconde Guerre mondiale. Donc, 1939, 1940, 1945, les Juifs vont participer pour soutenir la Grande-Bretagne. Conséquence, Hitler, parce que c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne vis-à-vis de la Grande-Bretagne et consort. Puissance de l'Axe, les pays alliés. Puisque les Juifs ont soutenu, maintenant l'Allemagne
à travers Hitler et le nazisme, vont décider de faire quoi? Attraper les juifs en Europe et de les mettre dans ce qu'on appelle les fours crématoires. Pourquoi? Parce qu'on a soutenu la Grande-Bretagne. Et le vœu de soutenir la Grande-Bretagne en tant que colonisateur, c'était pour avoir un État à la fin, 1947. Et 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. On aura à expliquer tout à l'heure pourquoi l'ONU va voter cette résolution-là. Aussi simple que ça. N'est-ce pas? La résolution. Deux peuples pour une seule terre. Maintenant, la résolution. Il y en a qui Premièrement, la guerre d'indépendance. Premièrement, la guerre d'indépendance. Et la guerre d'indépendance, 1948, 1949. La guerre d'indépendance, 1948-1949. Allez-y, maintenant suivez dans quelle cause? Qu'est-ce qui a causé? Quels sont les facteurs? Quel est le contexte de la naissance de l'État d'Israël? Ensuite, maintenant, on va parler de cette guerre. Suivez maintenant. La cause exacte, ce n'est rien d'autre que la naissance de l'État d'Israël. Création, la naissance de l'État d'Israël sur les territoires arabes. Sur les territoires arabes, donc nous sommes au niveau de la Palestine. Naissance de l'État d'Israël sur les territoires arabes. Qu'est-ce qui va se passer? Depuis la question de terre, deux peuples pour une seule terre, aujourd'hui, les Arabes, dont la lutte musulmane a été créée en 1945, vont réconcilier leurs forces dans le but de faire quoi? Lutter contre cette injustice. On considère la création de l'État d'Israël comme une injustice selon les Arabes. C'est la raison pour laquelle maintenant, les Arabes vont créer ce qu'on appelle une coalition. Et cette coalition est composée de l'Égypte en tant que leader, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Transjordanie. C'est la coalition. Et cette coalition maintenant vont déclencher ce qu'on appelle une offensive. On va attaquer l'État d'Israël. Cette coalition attaque l'État d'Israël. Attaque dans le but de faire quoi? Favoriser sa destruction, donc détruire l'État d'Israël, favoriser sa destruction. Donc cette coalition, l'idée, ce n'est rien d'autre que détruire l'État d'Israël créé sur le territoire arabe. On ne peut pas accepter cela. C'est ce qui a causé la guerre d'indépendance. Et ce début, suivez ici, nous sommes le 15 mai 1948, date qui coïncide avec la fin du mandat britannique, donc le colonisateur. Les Arabes vont attaquer l'Israël, 15 mai 1948. Malgré qu'il y a des difficultés, l'Israël va remporter la victoire finale. Pourquoi? Suivez ici. Depuis le début, l'Israël avait créé la Haganah comme self-défense et Irgun. Mais durant la guerre d'indépendance, il y a la mise en place de Sahal. Sahal qui signifie la défense. Et Sahal maintenant va remporter la victoire finale. Comment? Cela signifie que l'Israël n'avait pas les moyens de gagner cette guerre. S'il y a la victoire de l'Israël sur cette coalition, c'est parce qu'il y a le soutien de l'extérieur. Et dans cette première guerre d'indépendance, j'explique. Il y avait le soutien des États-Unis au même titre que le soutien de l'URSS. Pourquoi? Parce que nous sommes en 1948. Et en 1948, les États-Unis, l'URSS, à travers leur idéologie capitaliste, communiste,
on est là pour faire quoi? Convoiter les autres pays. Donc, raison pour laquelle soutenir la Grande-Bretagne, autant pour moi, soutenir l'Israël dans un premier temps, c'était de faire quoi? Convoiter tous les pays arabes. Donc, c'est raison pour laquelle maintenant on est en train de soutenir l'Israël. On considère pourtant pour les États-Unis d'Amérique, question économique, au niveau des territoires palestiniens, il y a des ressources énergétiques, gaz, pétrole, ainsi de suite. Pourquoi? On a dit que au niveau du Proche-Orient, Moyen-Orient, on a 3/4 des réserves énergétiques mondiales. Donc, le fait de soutenir, il y a des questions économiques. On croit qu'au niveau de la Palestine, il y a des gaz, il y a du pétrole, ainsi de suite. Donc, ressources énergétiques. On va participer dans cette guerre pour semer la terreur au sein de la Palestine, pour accaparer ce qu'on appelle donc les ressources naturelles. Guerre d'indépendance. Donc, guerre d'indépendance, maintenant, finalement, remportée par qui? L'Israël. Qu'est-ce qui a mis fin à cette guerre? L'ONU met fin à cette guerre. L'ONU met fin à cette guerre à travers quoi? À travers l'armistice de Rhodes. L'armistice de Rhodes veut dire quoi? C'est l'armistice de Rhodes qui a mis fin. Rhodes, c'est une île qui se trouve au niveau de l'île grecque. L'armistice de Rhodes. Donc l'ONU a mis fin à cette première guerre d'indépendance et nous sommes en juin 1949. Juin 1949. Fin de cette guerre. Mais conséquence maintenant, l'ONU a mis fin à cette guerre. Donc l'Israël était soutenu par les États-Unis, par l'URSS, pour renverser la coalition, renverser donc la tendance, parce que les Arabes étaient dominés durant la première étape de la guerre. Continuité. Quelles sont les conséquences de cette guerre? Guerre d'indépendance. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de cette guerre? Suivez ici très rapidement. Conséquences de cette guerre. Donc, il y a la fin de cette guerre, mais Sahel, l'armée israélienne, donc Sahel, on est en train de parler des conséquences. Sahel occupe Jérusalem ouest et la Galilée. Jérusalem ouest et la Galilée. De un. Deuxièmement, maintenant, la Transjordanie occupe Jérusalem, Jérusalem, est et la Cisjordanie. L'Égypte maintenant, pour sauver l'honneur, annexe, pas occuper égale annexer, occupe la bande de Gaza. C'est ça la conséquence. Bande de Gaza. Voilà. Donc, Sahel, l'armée israélienne occupe. Transjordanie annexe Jérusalem Est et la Cisjordanie. Cela signifie quoi maintenant? Regardez, nous sommes dans une coalition. L'Égypte, il y a aussi ce qu'on appelle la Transjordanie. Maintenant, Transjordanie est devenue Jordanie à partir de 1952. Mais puisque nous sommes en histoire, il faut relater les faits. Vous n'avez pas le droit de dire Jordanie durant cette période. Transjordanie est devenue Jordanie en 1952. Et la suite maintenant de l'histoire, après 52, on ne parle plus de Transjordanie, mais on va parler de Jordanie. Voilà. Maintenant, Sahel qui occupe Jérusalem ouest et la Galilée, cela signifie quoi? Que l'Israël, à la fin de cette guerre, l'Israël se retrouve. L'Israël se retrouve avec 78% des territoires. Les Arabes étaient en train de lutter contre 55%. L'Israël va se retrouver avec 78%. Conséquence de la guerre d'indépendance. On est en train de lutter contre, je dis très bien, la résolution onusienne, qui est de 55% pour la création de l'État d'Israël.
Aujourd'hui, maintenant, l'Israël va se retrouver avec 78% des territoires arabes. Pourquoi? Parce qu'on a recouvert Jérusalem-Ouest et la Galilée. Jérusalem-Ouest, là, c'était une ville internationale, Jérusalem. Aujourd'hui, maintenant, dans la guerre d'indépendance, l'Israël a récupéré Jérusalem-Ouest, oui, et la Galilée, donc c'est ce qui fait 78%, donc 78 moins 55 pour comprendre la part perdue des Arabes durant la guerre d'indépendance. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les Israéliens, autant pour moi les Arabes, considèrent cette guerre d'indépendance comme une Nakba. Nakba veut dire catastrophe. Considèrent cette guerre, effectivement, comme une Nakba. Guerre d'indépendance, Nakba veut dire quoi? Catastrophe. Les Arabes considèrent cette guerre comme une Nakba. Nakba donc maintenant catastrophe. Nakba égale catastrophe. Cela signifie quoi? Pourquoi catastrophe? Parce qu'il y a deux conséquences. Un, perte de territoire. Perte de territoire. Deuxièmement maintenant, deviennent des réfugiés. Deviennent des réfugiés dans les territoires arabes environnants. Donc, les Arabes voisins. Et pour les réfugiés, suivez ici, dans la guerre d'indépendance, on a dénombré plus de 700 000 réfugiés arabes. Plus de 700 000 réfugiés arabes. Plus de 700 000 réfugiés arabes. C'est ça la guerre d'indépendance. Guerre d'indépendance causée par la naissance, la création de l'État d'Israël. Déroulement de la guerre, Israël serait soutenu par les États-Unis, par l'URSS, parce que seul Israël ne pouvait pas gagner cette coalition arabe. Oui, seul Israël ne pouvait pas le faire. Et maintenant, les conséquences, ce n'est rien d'autre que les Arabes ont perdu la guerre. On est en train de lutter contre 55%. Maintenant, l'Israël se retrouve avec 78% des territoires palestiniens. Et ce qui est pire maintenant, c'est quoi? C'est que, après le fait de chasser des réfugiés, l'Israël va tout simplement accueillir de nouveaux réfugiés. C'est-à-dire donc accueillir des immigrants juifs. N'est-ce pas? Là où il y avait ces Arabes, on va implanter des juifs. Donc, après chaque territoire récupéré, l'Israël va tout simplement ramener des juifs de la diaspora. Moi, dañuy dàq arabe yi indiwaat ay juifs teg. C'est ça la colonisation juive. C'est ce qui est pur maintenant. Donc, ces réfugiés arabes, donc le contexte a changé, ou bien la situation a changé. Ce sont les juifs qui étaient des réfugiés dans le passé. Aujourd'hui, maintenant, à travers la guerre d'indépendance, les Arabes vont commencer à leur tour des exils forcés. Et depuis les conquêtes musulmanes, il y avait des conquêtes musulmanes durant le Moyen-Âge. Et les Arabes avaient chassé les Juifs au niveau de la terre de Palestine. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les Juifs qui vont prendre leur revanche, mais à travers le soutien des États-Unis d'Amérique, oui, mais aussi sur ce qu'on appelle l'incapacité de l'ONU ou bien la neutralité de l'ONU. Oui. Et quelle est la part de l'ONU? L'ONU n'a fait que mettre fin à une guerre où il y a déjà la victoire. Comment mettre fin à cette guerre? C'était ça le problème. Donc voilà, question d'indépendance. Question pour la guerre d'indépendance, rapidement. Si vous avez des questions concernant la guerre d'indépendance, donc si vous avez compris le contexte et la portée historique. Guerre d'indépendance 1948-49. Oui. Question, contexte, déroulement, conséquences. C'est comme ça. Contexte, déroulement, conséquences de la guerre d'indépendance. Question, avant d'entamer le deuxième point. Oui? Question? Est-ce avec l'aide de la Ligue musulmane, oui. Oui.
Oui, effectivement, quand on nous dit les pays arabes voisins, cela relève quoi? Le Liban, la Jordanie, la Syrie et ce qu'on appelle actuellement l'Irak. Les pays arabes voisins au niveau de la Palestine. C'est-à-dire que la Palestine est en dehors de ces coalitions arabes. C'est ce qui explique quoi? Les relations israélo-arabes. On a dit Israël et les pays arabes. Donc, si on a chassé des experts, si on a chassé autant pour moi des réfugiés arabes, donc les pays arabes voisins, c'est la Syrie, c'est le Liban, la Transjordanie, c'est l'Irak. Donc, c'est cette coalition qui va recevoir ce qu'on appelle les réfugiés. Vous n'avez pas les moyens d'aller vers l'Europe, ni d'aller vers l'Afrique, parce que vous allez être des étrangers. Maintenant, ici, on est en train de parler de la Ligue musulmane, le soutien de la Ligue musulmane. Aussi simple que ça. Donc, contexte de la guerre. Pourquoi la guerre d'indépendance? Ce sont les Arabes qui ont attaqué. Pourquoi attaquer? Parce que la création de l'État d'Israël sur le territoire palestinien est illégale. C'est une injustice. On va lutter contre cette injustice. Maintenant, en voulant lutter, on a perdu. On est en train de lutter contre 55% des territoires. On a perdu encore des territoires, à savoir Jérusalem, Ouest et la Galilée. Maintenant, plus qu'on avance, plus vous allez comprendre que les Arabes vont perdre ensuite. Aujourd'hui, où créer l'État palestinien? Est-ce que vous comprenez que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore la création de l'État palestinien? Il n'y a pas encore la création. Où créer? Plus de 90% des territoires sont recouverts par l'Israël. L'Israël contrôle actuellement plus de 90% des territoires arabes. Maintenant, comment calculer, autant pour moi, comment créer l'État palestinien? Où créer l'État palestinien? Donc l'Israël devait renoncer à sa colonisation. Et cela, ça ne se fait pas. Oui. Oui. L'implantation. Oui, là, à travers la guerre des 6 jours, vous allez comprendre, l'ONU va prendre une résolution. Pour dire quoi? Démantèlement des colonies. C'est ça le démantèlement des colonies. Mais, on a dit ici tout à l'heure que l'ONU n'a participé dans la guerre d'indépendance que pour mettre fin à cette guerre. Mettre fin à cette guerre, une guerre qui a déjà pris fin, parce qu'il y a la victoire. Maintenant, l'ONU, depuis le début, regardez, de 1940 jusqu'à 1949, où était l'ONU? Donc l'ONU, là, c'est la neutralité. Pourquoi la neutralité? Parce qu'il y a le soutien des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis donnent 25% du budget de l'ONU depuis le début. C'est lui qui a initié. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont initié la création de l'ONU à travers Roosevelt. N'est-ce pas? Et la suite, vous le savez, après l'initiation maintenant, l'ONU va tout simplement suivre les États-Unis d'Amérique. Ce qui arrange les États-Unis, c'est ce que l'ONU va faire. Aussi simple que ça. Donc, participation des États-Unis équivaut à la participation de l'ONU pour soutenir l'Israël. Question religieuse. Guerre d'indépendance. Question, la guerre des 6 jours, ou bien la crise des 6 jours, deuxième crise. Et on va faire un exercice d'application. 3 contextes. Donc, l'Égypte en tant que leader du monde arabe, l'Égypte, en tant que leader du monde arabe, maintenant on a gagné, ou bien, pour moi, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette même lancée. Et cette lancée, c'est quoi? Continuer de lutter contre l'existence de l'État d'Israël. Même si l'Israël a gagné la guerre d'indépendance, cette fois-ci maintenant, on va continuer. Dans quel sens? Dans le contexte de la décolonisation, dans le contexte de la décolonisation, premièrement, Gamal Abdel Nasser, dès son retour de la conférence de Bandung, 1955, cet homme a décidé de nationaliser, d'abord Gamal Abdel Nasser, décide de nationaliser le canal de Suez. Pourquoi? Parce qu'à la conférence de Bandung, on a dit qu'une fois arrivé chez vous, défendez votre indépendance. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, Gamal Abdel Nasser va décider de nationaliser. Nationaliser veut dire quoi? Suivez ici. Parce que le canal était sous l'autorité de la France et de la Grande-Bretagne, donc les 2 colonisateurs européens qui colonisaient l'Égypte, qui colonisaient le canal. Donc,
question de décolonisation, Gamal Abdel Nasser, à partir de 1956, va décider de nationaliser le canal. Là, c'est le contexte de décolonisation. Prendre l'indépendance vis-à-vis de la France et la Grande-Bretagne. Maintenant, autre contexte, continuité. Nous sommes le 26 juillet 1956. Gamal Abdel Nasser, maintenant, après nationalisation, Gamal Abdel Nasser décide de fermer le canal maintenant. Décide de fermer le canal aux bateaux israéliens. Au bateau israélien. Au bateau israélien. Cela signifie quoi? Donc, ici, nous sommes dans le contexte des relations israélo-arabes. Nous sommes dans une guerre, tous les moyens sont bons. Gamal Abdel Nasser, c'est lui. Gamal Abdel Nasser qui a nationalisé, contexte de décolonisation. Maintenant, cette fois-ci, Gamal Abdel Nasser, deuxièmement, va décider maintenant de faire quoi? Fermer le canal. Parce que nous sommes dans les relations israélo-arabes. On va répondre à tout à l'heure. Donc, on a perdu cette guerre. On va revenir. Voilà. Donc, 26 juillet 1956. Maintenant, au niveau de l'industrie, suivez ici, retenez très bien. Là, c'est l'Amérique. Là aussi, il y a l'Équateur. Regardez l'Afrique. Ici, c'est l'Eurasie. On avait créé ce qu'on appelle ici le canal de Suez et le canal de Panama. Canal de Panama pour rallier l'Amérique, canal de Suez pour rallier l'Europe de l'Asie. Donc, canal de Suez est le lieu de circulation maritime entre le Proche et le Moyen-Orient. Proche, Moyen-Orient. Le canal de Suez. Donc, ici, Gamal Abdel Nasser, nationalisation, récupérer le canal, contexte de décolonisation, fermer le canal aux bateaux israéliens parce que nous sommes dans un conflit. Comme je vais fermer le canal non à la circulation des bateaux israéliens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La réponse. Le 29 octobre 1956, Israël envahit l'Égypte. Israël envahit l'Égypte. L'Israël envahit l'Égypte et occupe le Sinaï. Occupe le Sinaï. Israël envahit l'Égypte et occupe le Sinaï égyptien. Donc, question, réponse. Question maintenant, quelle est la réponse? Nationalisation. Puisqu'il y a la présence militaire de l'Israël au niveau de l'Égypte, la Grande-Bretagne et la France vont réagir à nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, Grande-Bretagne, France vont mettre en place ce qu'on appelle une expédition. Expédition signifie la présence militaire française. Présence militaire franco-britannique. Présence militaire franco-britannique. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'expédition franco-britannique. Une expédition franco-britannique. Cela signifie quoi? C'était pour remettre leur autorité sur le canal. C'est là donc récupérer le canal dans les mains de Gamal Abdel Nasser. Voilà. Donc ici le verbe, c'est remettre leur autorité, ou bien autorité européenne, remettre leur autorité sur le canal. Remettre leur autorité sur le canal. 3 positions. Contexte de décolonisation, récupérer le canal dans les mains de la Grande-Bretagne et de la France. Contexte, fermer le canal. Réaction maintenant de l'Israël, je vais attaquer l'Égypte. Pourquoi? Parce que pourquoi l'Égypte barre la route à qui? Les Israéliens. Attaquer, occupe le Sinaï. Maintenant, face à cette situation aussi, la Grande-Bretagne, la France vont revenir au niveau de l'Égypte pour remettre leur autorité. C'est-à-dire donc refuser la décolonisation. Et c'est dans cette lancée maintenant, Gamal Abdel Nasser, qu'est-ce qu'il va faire? Gamal Abdel Nasser va chercher quoi? Une
solution, la présence de 3 sortes de militaires, la France, la Grande-Bretagne, l'Israël, dans les territoires d'Égypte. Gamal Abdel Nasser, dans le contexte de la guerre froide, cette fois-ci, contexte de la guerre froide, en particulier la coexistence pacifique. En particulier la coexistence pacifique. Qu'est-ce que Gamal Abdel Nasser a fait? Gamal Abdel Nasser fait appel à l'ONU et les deux grands. Contexte de la décolonisation, particulièrement, voilà Gamal, je dis tout simplement Nasser, pour passer plus rapide. Nasser fait appel aux deux grands d'abord, fait appel aux deux grands. Nasser fait appel aux deux grands et l'ONU fait appel aux deux grands et l'ONU fait appel aux deux grands et l'ONU. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces derniers demandent l'évacuation. Ces derniers demandent l'évacuation de l'Égypte. Demande l'évacuation de l'Égypte. Et à la fin maintenant, l'Israël se retire. L'Israël se retire du Sinaï égyptien. Du Sinaï égyptien. C'est la fin de cette crise. L'Israël se retire du Sinaï égyptien. C'est la fin de cette crise. C'était le baccalauréat passé. La crise de Suez. 21. 3 événements. Lila. Première question, lila. Deuxième question, troisième question. Lila, mon école baccalauréat. Ben année, ben pays, un événement. 3 événements. On vous demande de dégager le contexte historique en expliquant la part de la décolonisation. Moi, première question. Et nous sommes dans la nationalisation. Ce texte s'inscrit dans le contexte général de la décolonisation, en particulier la crise de Suez. En effet, pour expliquer. Regardez très bien, après la conférence de Bandung, nous sommes en 1955, naissance du tiers-monde, deuxièmement, le refus de la colonisation et le refus de la guerre froide. Procès du colonialisme et de la guerre froide. La suite, Soé Carnot a dit qu'une fois arrivé chez vous, défendez votre indépendance. Grande-Bretagne, France, laissez le canal aux Égyptiens. Nationalisation. Oui, il a nationalisé, mais puisque maintenant il y a la nationalisation, donc ici vous ne pouvez pas expliquer de fermeture. Pourquoi Gamal Abdel Nasser a eu les moyens de fermer le canal? C'est parce qu'il a nationalisé d'abord. Monon ñak autorité ci canal bi ba paré da ngay fermer le canal bi. Nationalisation bi mo jitu motax ñu le contexte de décolonisation d'abord. Récupérer le canal, moi yow yaay diriger canal bi waye ma ñeu récupérer ko, donc mettre l'autorité de l'Égypte, c'est-à-dire donc mettre l'armée de l'Égypte au niveau du canal. Deuxième point mooy lan mané comme maa ngi xeex ak Israël te du mënaguma koo gagné naa baare fii muy jaar moom fii moom dootu fi jaar. C'est ce qu'il a fait. mu baare nag léegi Israël va répondre à cette attaque. lu tax ngay baare yoon bi attaquer l'Égypte par une guerre, donc occupe le Sinaï. kon loolu lépp nga xew ci biir Égypte alors qu'il n'y a pas encore le dernier mot du colonisateur. C'est-à-dire donc la France, la Grande-Bretagne n'ont pas encore donné ce qu'on appelle l'indépendance. Et la suite maintenant c'est quoi? Directement on va aller vers où? Oui, on va aller vers où? Oui, on va aller vers où? Les deux grands vont venir remettre, pas les deux grands, les deux puissances, je veux dire. On est là maintenant pour remettre leur autorité sur le canal, récupérer le canal. Il n'y a pas encore la colonisation. Maintenant, continuité ici. Gamal Abdel Nasser, puisqu'il y a la présence militaire française, britannique et d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Incapable de gérer cette forêt, il a demandé à l'ONU et les deux grands de réagir. Et les deux grands, et ce qu'on appelle l'ONU, puisque nous sommes dans la coexistence pacifique. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la coexistence pacifique? Baisse de tension, signature d'accord, regardez très bien, et le respect des zones d'influence respectives. Là, nous avons une coexistence pacifique, moi, convergence de point de vue. Nous avons beaucoup de convergence de point de vue, pourquoi? Suivez. Pourtant, les États-Unis d'Amérique pouvaient soutenir la Grande-Bretagne et la France. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait?
c'est parce que nous sommes dans la coexistence pacifique, contexte de la guerre froide. Donc ici, puisque les deux grands et l'ONU appellent la France, la Grande-Bretagne et l'Israël de quitter les lieux, maintenant Gamal Abdel Nasser va retrouver le Sinaï égyptien. Ici, on parle de victoire. Victoire de qui? Gamal Abdel Nasser, mais victoire négociée. Pourquoi victoire négociée? Parce que Israël a occupé l'Égypte par la force, de un, mais Israël, l'Égypte. Donc là, ce n'est pas une victoire. La victoire, donc, c'est à côté des Israéliens. N'est-ce pas? Donc, Gamal Abdel Nasser, à partir de ce moment, est devenu leader du monde arabe. Donc, l'Égypte est devenue leader du monde arabe à travers cette crise. Oui, mais c'est à travers la négociation. Gamal Abdel Nasser n'a pas utilisé l'armée pour chasser les Israéliens. C'est l'ONU et les deux grands qui ont demandé non seulement la France, la Grande-Bretagne et l'Israël de quitter les lieux. C'est ça la crise. C'était une crise. Crise, présence de trois sortes d'armées liées par trois événements et trois leçons différentes dans un pays, dans une date. Nous sommes 1956 en Égypte. Si vous ne comprenez pas, posez vos questions. Guerre des 6 jours, il faut que je watch. Depuis le Liban, leçon bi jeexal naa ko bi yàgg dans mes classes de terminale maa nga ca fi ne nii maa nga ca Japon Chine yéen ma yaakaar